Et après, ça va partir ? Normalement, ça va. Voilà. Mes chers collègues, bonjour à tous. Je vous prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de notre président, Sacha Houlié, qui représente la présidente de l'Assemblée nationale à la rentrée solennelle du tribunal de commerce de Paris. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances. Il se trouve que pas moins de 5 commissions sont concernées par ce texte. Il a été fait le choix de déléguer au fond à chacune des commissions concernées les articles relevant de son champ de compétences, c'est-à-dire pour la commission des lois, les articles 9 à 11, 17, 18 et 25. Comme la commission des affaires sociales se réunit demain, il nous a donc été imposé d'étudier ce texte aujourd'hui. Par rapport à un examen pour avis classique, notre examen est donc différent car notre position sur ces textes sera reprise sans débat par la commission des affaires sociales. Je vais donc maintenant donner la parole à notre rapporteure, Madame Émilie Chandler. Madame la Présidente, chers collègues, nous examinons le premier DADU de cette législature. Je rappelle la signification de cet acronyme connu dans le jargon des travaux parlementaires. Les DADU sont des projets de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Ils ont la réputation d'être des textes techniques, parfois rébarbatifs, et qui laissent peu de marge de manœuvre aux législateurs. Leur objet est de transposer en droit interne des règlements ou des directives. Ce sont donc par nature des textes composites qui brassent de nombreux sujets très différents. Ce DADU présente un champ très large, avec 31 articles dans le projet initial, qui portent sur l'économie, la santé, les transports, l'agriculture, le droit du travail, le droit commercial ou encore la protection de l'enfance. Il a été présenté en Conseil des ministres le 23 novembre dernier. Le Sénat a été saisi en premier de ce texte. Il l'a adopté en première lecture le 13 décembre, puis nous a été transmis dans le cadre de la navette parlementaire. La Commission des affaires sociales est saisie au fond, comme au Sénat. Toutefois, comme au Sénat, des délégations au fond ont été accordées aux autres commissions permanentes en fonction de leur périmètre de compétences. C'est ainsi, comme l'indiquait Madame la Présidente, que la Commission des lois a hérité de 6 articles, les 9 à 11, 17, 18 et 25. Ces articles transposent ou corrigent des surtranspositions de 5 directives et 1 règlement européen dans notre droit. Nous avons effectué plusieurs auditions pour examiner le détail de ces 6 articles. Compte tenu du calendrier, les travaux de rapporteurs se sont déroulés essentiellement durant la période de suspension. Nous avons auditionné les responsables des administrations centrales en charge du suivi de la législation modifiée, c'est-à-dire des responsables de la direction des affaires civiles et du Sceau, de la direction générale de l'offre de soins, de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou encore de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie. Nous avons aussi auditionné des représentants de l'AFEP et de l'UNAPL pour avoir le point de vue des entreprises. Rapidement, l'article 9 porte sur le droit des sociétés, plus précisément sur les opérations de fusion, scission et apport partiel d'actifs. Il a pour objet la transposition d'une directive du 27 novembre 2019 et le délai de transposition expire le 31 janvier 2023, dans 15 jours. Cet article habilite le gouvernement à effectuer cette transposition par voie d'ordonnance, ce qui se justifie par le caractère très technique de cette transposition. Le recours à l'ordonnance se justifie d'autant plus qu'il y a peu de marge de manœuvre nationale sur ce texte. Les discussions ont déjà eu lieu au niveau des institutions européennes. L'un des apports de cette directive est de créer une procédure de transformation transfrontalière qui permet aux sociétés constituées conformément au droit d'un État membre de se transformer en une société de forme juridique d'un autre État membre en y transférant au moins leur siège statutaire tout en conservant leur personnalité juridique. Le gouvernement a beaucoup avancé sur le projet d'ordonnance. Il a d'ailleurs communiqué plusieurs fiches de transposition et l'ordonnance pourrait donc intervenir très rapidement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Sénat a réduit le délai d'habilitation de 6 mois à 3 mois. Je vous proposerai donc d'adopter cet article dans la version du Sénat sous réserve d'un amendement rédactionnel. L'article 10 porte également sur le droit des sociétés. Il assouplit le régime de sanctions de dissolution judiciaire pour insuffisance de capitaux propres. Je rappelle qu'actuellement, en droit français, les sociétés commerciales risquent une dissolution judiciaire à la demande de tout intéressé lorsque leurs capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital social. Sur ce point,
Le droit français est beaucoup plus strict que ce que prévoit la directive européenne du 14 juin 2017, puisque dans de nombreux États membres, il n'est pas prévu de dissolution judiciaire automatique en cas d'insuffisance de capitaux propres. L'article 10 corrige donc un excès et permettra d'écarter le risque de dissolution de sociétés parfaitement viables, mais qui présentent des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social, comme je viens de vous l'indiquer. Cela permettra de rassurer beaucoup d'entreprises qui ont vu leurs capitaux propres se réduire suite à la crise de la Covid notamment, tout en assurant à nos entreprises le même traitement que leurs concurrentes de l'Union européenne. L'article 10 remplace la dissolution judiciaire par la possibilité de réduire le capital social en dessous d'un seuil qui sera défini par décret. Je vous proposerai donc d'adopter cet article sous réserve de quelques amendements rédactionnels. L'article 11, quant à lui, porte sur le droit de la commande publique. Au vu des amendements déposés, je pense que nos débats vont se concentrer plutôt sur cet article et sur le mécanisme d'auto-apurement. Je voudrais simplement signaler que l'article 11 consiste uniquement à se mettre en conformité avec la jurisprudence dite Vermarine du Conseil d'État et de la Cour de justice de l'Union européenne. Aujourd'hui, les acteurs publics et les autorités concédantes doivent déjà appliquer cette jurisprudence, mais ils le font sans texte, sans cadre juridique. L'article 11 apporte donc une sécurité juridique complémentaire. Il met le droit français en conformité avec le droit européen, en l'occurrence les directives marché public et concession du 26 février 2014. Voilà pourquoi je vous proposerai également de l'adopter sous réserve d'un amendement essentiellement rédactionnel. Les articles 17 et 18, quant à eux, comme je vous l'ai dit, ce texte est très transversal, relèvent du droit du travail au sens large. Ils doivent se lire à la suite des articles 15 et 16 dont la commission des lois n'est pas saisie. Ce bloc d'articles, de 15 à 18, vise à transposer une directive du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne. En résumé, ils ont pour objet de garantir l'information des travailleurs sur les principales caractéristiques de leurs conditions de travail, par exemple leurs horaires, leurs congés. Le droit français est déjà en grande partie conforme au droit européen, mais quelques adaptations à la marge sont nécessaires. L'article 17 concerne les agents publics et l'article 18 s'applique aux praticiens hospitaliers qui relèvent, eux, du Code de la santé publique. Je vous proposerai donc de les adopter sans modification. Enfin, l'article 25 porte sur la protection de l'enfance. Il actualise, dans le Code de l'action sociale et des familles, les références aux règles européennes qui permettent la coopération internationale en matière de protection de l'enfance. Cet article permet la continuité de la coopération internationale et la transmission d'informations entre États membres de l'Union européenne. Je vous proposerai donc d'adopter cet article 25 sans modification. Les articles dont nous sommes saisis sont techniques, ont déjà fait l'objet d'un examen au niveau européen. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Nous allons maintenant écouter les orateurs de groupe pour 4 minutes chacun. Monsieur Guillaume Gouffier-Valente pour le groupe Renaissance. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues. C'est donc la deuxième fois que notre Assemblée légifère depuis le début de la législature sur des adaptations de notre droit interne au droit de l'Union européenne. Le précédent texte, en ce sens, avait une portée essentielle. Il visait la prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne, texte adopté durant cet été. La délégation au fond dont est saisie la commission des lois aujourd'hui intervient dans un périmètre restreint, 6 articles sur 32 au total, transmis par le Sénat, mais composite avec des dispositions relatives aux droits des sociétés, à la protection des travailleurs, à la protection de l'enfance ou encore au droit de la commande publique. Si elles sont de nature technique et n'ont été modifiées qu'à la marge lors de leur examen au Sénat, ces dispositions n'en sont pas moins, elles aussi, essentielles pour garantir la conformité de notre droit dans des domaines d'importance et avec des implications très concrètes. Je pense notamment à l'article 10 sur l'obligation d'apurement des pertes qui permet de remédier à une situation de surtransposition qui posait un risque de dissolution excessif pour les sociétés françaises par rapport aux autres entreprises de l'Union européenne, particulièrement préjudiciable dans un contexte de crise. Je pense également à l'article 11 relatif au mécanisme de régularisation pour les opérateurs économiques sujets à la suite d'une infraction pénale à une exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics. Si cette disposition fera débat tout à l'heure à l'occasion de l'examen d'amendements de nos collègues du Rassemblement national et de la France insoumise, il faut rappeler que son objectif est bien de remédier au caractère incomplet
pointée récemment par le Conseil d'État de la transposition de 2 directives exposant la France à un recours en manquement. Il faut préciser également que le rapporteur socialiste au Sénat a pris acte de cette mise en conformité qu'il a proposé de préciser afin d'assurer le caractère pleinement dissuasif des peines d'exclusion de plein droit. L'inscription par la Haute Assemblée du principe selon lequel les mesures de régularisation prises par l'opérateur économique afin de prévenir toute nouvelle infraction font l'objet d'une évaluation tenant compte de la gravité de l'infraction n'est pas remise en cause par notre rapporteur, que je salue pour ses travaux au passage. Au contraire, elle propose par amendement de compléter cette évaluation pour prévoir qu'elle doit également tenir compte, outre la gravité de l'infraction, des circonstances particulières de la commission des faits. Notre rapporteur nous propose également de conserver les autres apports du Sénat, s'agissant notamment de l'habilitation de l'article 9, circonscrite dans sa durée et dans son champ. Le groupe Renaissance soutient ce positionnement équilibré et qui opère une juste conciliation au regard de la nécessaire mise en conformité de notre droit interne à l'égard du droit de l'Union européenne. Notre groupe votera donc les articles ainsi amendés. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est au tour du Rassemblement national, Monsieur Jordan Guiton. Oui, merci Madame la Présidente, Madame le rapporteur, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui ce projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture dans l'urgence. Rien que le titre de ce projet de loi souligne le caractère disparate et incohérent entre tous les domaines étudiés. L'Assemblée nationale doit pouvoir examiner ces projets de loi visant à adapter le droit français au droit européen dans des meilleures conditions, en n'étant pas dans l'urgence et en ayant à minima un projet de loi par domaine. De surcroît, il sera nécessaire d'étudier l'acceptation précise des directives européennes à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous regrettons l'engagement de la procédure accélérée pour ce projet de loi qui est étudié dans l'urgence. Dans l'urgence parce que l'Union européenne, il faut le dire, nous impose de façon expéditive les directives en brandissant des sanctions en cas de retard ou de refus de ces adaptations au droit européen. Le Parlement français ne doit pas être la chambre d'enregistrement consultative d'un droit supposément supérieur. Et nous vous le rappellerons à chaque fois, nous défendrons les intérêts des Françaises et des Français à chaque instant, et ce, malgré les sanctions que Bruxelles pourrait prendre. Nos intérêts ne se bradent pas. Venons-en désormais au détail de chaque article. Pour l'article 9, qui vise à habiliter le gouvernement à transposer par ordonnance afin de renforcer la mobilité des entreprises au sein de l'Union européenne, il faut le dire, favoriser cette mobilité, c'est encourager la délocalisation pour des raisons fiscales ou sociales. Nous avons connu beaucoup de délocalisations. À croire que 6 millions de chômeurs ne vous suffisent pas. Dans mon département de l'Aube, nous avons déjà perdu notre tissu industriel très largement, malheureusement, et vous continuez à faciliter par ce texte les délocalisations. Habiliter le gouvernement à transposer par ordonnance n'est absolument pas justifié et le débat démocratique devrait être préservé. Le retard du gouvernement ne peut pas justifier l'affaissement du débat démocratique et donc nous voterons les amendements de suppression tout à l'heure. Concernant l'article 10, l'assouplissement des sanctions paraît être une bonne mesure dans un contexte où les entreprises sont confrontées à de multiples problématiques, notamment sur les prix de l'énergie. Pour l'article 11, le gouvernement, en 2015 et en 2016, avait écarté une transposition contraire à toute moralité de la vie publique. Ce mécanisme permet à des opérateurs économiques exclus des procédures de passation de marché public en raison de la commission d'infractions particulièrement graves de pouvoir bénéficier à nouveau de l'argent public, car c'est bien nos impôts qui financent la dépense publique et ici les marchés publics. Au nom d'une libéralisation totale prônée par l'Union européenne, des opérateurs donc condamnés pour des faits graves pourront de nouveau bénéficier de marchés publics, ce qui est tout simplement scandaleux et immoral. Cet exemple souligne la problématique du gouvernement des juges qui nous impose via la Cour de justice de l'Union européenne et le Conseil d'État à appliquer finalement une directive que le gouvernement refusait d'appliquer en 2015 et 2016. La souveraineté législative du gouvernement français est encore une fois bafouée. Les articles 17 et 18, quant à eux, obligent à donner plus d'informations à l'ensemble des agents soumis au Code de la fonction publique, sauf que ces agents ont d'ores et déjà accès à ces informations. Ces articles interviennent davantage pour une question d'harmonisation européenne que pour la formation des agents. Enfin, l'article 25 est la suite logique de l'entrée en vigueur du règlement Bruxelles 2 bis refonte. Le groupe Rassemblement national tient à rappeler le caractère antidémocratique de ces directives que l'on impose aux parlementaires et donc aux Français. L'obligation de l'Assemblée nationale et du Sénat de se conformer aux directives votées au Parlement européen est une injure à notre souveraineté et à notre démocratie. Finalement, on aurait préféré que l'Union européenne impose l'obligation de réaliser 100% des OQTF, les obligations de quitter le territoire français prononcées, plutôt que d'imposer des transpositions parfois presque inutiles ou contradictoires aux intérêts des Français.
On voit bien que l'uniformisation voulue par l'Union européenne est un motif de destruction de la spécificité de chaque nation, voulant les inclure dans un empire technocratique qui ne sera que destructeur pour le droit à la continuité historique des peuples qui composent les nations européennes et au droit des souverainetés de ces États-nations. En responsabilité et en rappelant le caractère obligatoire et antidémocratique de ce projet de loi, le groupe Rassemblement national votera contre ce texte. Je vous remercie. Pour la France insoumise, monsieur Jean-François Coulombe, s'il vous plaît. Madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues, ce projet de loi d'adaptation au droit de l'Union européenne impose de mettre en conformité notre droit national à 6 règlements et 6 directives que l'UE a adoptées, et ce à la suite de mises en demeure ou de décisions contentieuses de l'UE à l'égard de la France. Il est donc urgent de les transposer dans notre droit, mais en les soumettant au débat parlementaire pour déterminer le contour de leur adaptation et de leur exécution dans notre propre droit. Et pourtant, quel esprit anime les articles de ce projet de loi ? Des règles de fond dont on va débattre de manière démocratique ? Pourrions-nous légitimement penser ? Certainement pas. En toute logique, avec votre aversion pour le débat parlementaire, vous nous demandez, par de nombreux articles de ce projet de loi, et pas des moindres, d'habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance. Pour faire court, de vous passer à nouveau de la représentation nationale. Peu de surprise dans nos rangs au regard de l'absence désinhibée de considération pour le débat parlementaire dont ce gouvernement fait preuve ces derniers mois. La représentation nationale serait tout simplement là en guise de validation pour vous permettre de légiférer comme bon vous semble, au mépris de principes les plus fondamentaux de nos débats. Pensez-vous que c'est pour cela que les Français nous ont élus, chers collègues ? Nous nous adressons ici à la minorité parlementaire. Acceptez-vous que l'on vous dépossède de votre compétence parlementaire alors que c'est précisément pour cela que nous avons été élus et que vous êtes parmi nous aujourd'hui ? Il sera opportun de vous poser cette question lorsque vous voterez en faveur de ces habilitations, ce que vous ferez en pleine conscience et n'en doutons pas à ce stade de l'examen de ce projet de loi. À titre d'exemple, l'article 9 du projet de loi que nous devons examiner ici aujourd'hui transpose une directive introduisant 2 nouvelles procédures relatives aux transformations, fusions et scissions transfrontalières de sociétés de capitaux et qui impose notamment la mise en place d'un dispositif anti-fraude et anti-abus pour contrôler la légalité de ces opérations. Et pour transposer cette directive de l'UE, vous nous demandez de vous habiliter à légiférer par ordonnance. Pour contextualiser, cette directive a été adoptée par l'UE il y a 3 ans et son délai de transposition expire le 31 janvier de cette année. Quel hasard que vous attendiez le dernier moment pour la transposer, alors que vous aviez 3 ans pour la soumettre au débat parlementaire. Disons-le clairement, vous nous mettez là au pied du mur, car faute de conformité d'ici une dizaine de jours, notre législation sera non conforme au droit de l'Union européenne. Voilà alors que vous voudriez nous contraindre à vous habiliter à légiférer par ordonnance, car vous allez bien évidemment nous dire que le temps presse désormais. Quant à l'article 11, son insuffisance a conduit le Sénat à en revoir les contours. En effet, il transpose sans cadre suffisant la possibilité pour les acteurs économiques coupables de graves infractions pénales à déroger à une sanction fondamentale, l'exclusion des marchés publics pour 5 ans. Ils pourront, en prouvant leur bonne foi, ne pas subir cette sanction pourtant appliquée de plein droit après une condamnation. Pour illustrer cette anomalie, cela concerne des infractions comme la corruption passive, le trafic d'influence, le détournement de biens publics ou la prise illégale d'intérêts. Bref, de la grande délinquance qui coûte très cher à notre contrat social et aboutit à l'inverse de ce qui avait été décidé dans notre droit français il y a quelques années, dans un objectif alors louable de moralisation de la commande publique. Ce mécanisme qui exonère les entreprises délinquantes se nomme d'ailleurs auto-apurement. Si une telle loi venait à être adoptée, nous inviterons alors tous les Français condamnés pour délits graves à s'auto-apurer à leur tour, l'exemple venant si souvent d'en haut. Ainsi, ce projet de loi, pour nous, ne vise qu'à se conformer dans la précipitation et par ordonnance aux directives et aux règlements de l'UE. Nous allons poursuivre avec le groupe MoDem. Madame Mathilde Desjonquers, s'il vous plaît. Madame la présidente, madame la rapporteure, chers collègues, le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière vise à transposer en droit français plusieurs textes européens ou à assurer la mise en conformité de notre droit national avec ces derniers.
Cet agrégat de dispositions hétérogènes découle d'une réglementation fiscale et économique européenne elle-même extrêmement complexe. Pour autant, cette diversité témoigne aussi de la forte activité législative du Conseil de l'Union européenne et du Parlement européen ces dernières années, amenant de ce fait les États membres à adapter leur législation. L'objectif ici est clair et nous le partageons sans aucune difficulté. La transposition des directives doit s'opérer dans des délais impartis afin de garantir l'effectivité du droit de l'Union, mais également pour limiter le risque de recours en manquement introduit contre la France. Derrière ces transpositions, il y a nos concitoyens, nos petites et nos moyennes entreprises, pour qui, encore plus qu'hier, nous nous devons de nous tenir à leur côté. S'agissant de nos entreprises, nous nous réjouissons que l'article 10 du projet de loi vise à modifier des dispositions du Code de commerce pour mettre fin à une situation de surtransposition qui risquerait de porter préjudice à nos entreprises déjà fragilisées par les crises récentes du Covid et de la guerre en Ukraine. Cette heureuse correction qui permet de modifier la nature de la sanction à laquelle s'expose l'entreprise dont les capitaux propres deviendraient inférieurs à la moitié de leur capital, en remplaçant la dissolution par l'obligation d'apurer les pertes, permettra à nos entreprises, et fort heureusement, de rester concurrentielles face à leurs concurrentes européennes. C'est une avancée concrète pour nos petites et moyennes entreprises et nous ne pouvons que nous en réjouir. De la même façon, la transposition partielle en matière de commande publique pouvait-elle aussi nuire à nos opérateurs économiques ? Il est ainsi heureux que la Commission du Sénat ait choisi de préserver l'effet dissuasif des peines d'exclusion des procédures de passation des marchés. S'agissant de nos concitoyens, cette fois, et plus particulièrement des agents publics, nous ne pouvons que saluer l'avancée consacrée ici. Elle bénéficiera, mes chers collègues, aux 3 versants de la fonction publique, soit à au moins 5,66 millions de personnes. En effet, l'obligation d'information consacrée par l'article 17 de la proposition de loi permettra ainsi aux agents la communication d'informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ces fonctions. Cet apport et son élargissement au profit des praticiens hospitaliers dans l'article 18 n'est pas à négliger, notamment au regard du droit à l'information et à son caractère individualisé. Enfin, le projet de loi contient plusieurs dispositifs permettant de rendre plus efficiente la coopération entre les services d'aide sociale à l'enfance des États membres de l'Union. Ces modifications législatives sont nécessaires pour renforcer la coopération en matière de responsabilité parentale ou de mesures des protections des enfants. Ainsi, mes chers collègues, malgré la multiplicité et la technicité des dispositions, un seul et même esprit anime ce projet de loi, celui d'une Union européenne plus protectrice, plus proche des citoyens, défendant un projet global et ambitieux d'approfondissement de la coordination entre les États membres. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe démocrate se prononcera en faveur de ces dispositions pour lesquelles notre commission a été saisie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, Monsieur Hervé Solignac. Merci Madame la Présidente. La Commission des lois a donc été saisie de 6 articles. Le Sénat a apporté un certain nombre de modifications qui sont de nature à mieux ajuster les objectifs aux spécificités de notre droit national. L'article 9 habilite le gouvernement à transposer par ordonnance la directive du 27 novembre 2019 sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières. Et je rappelle que le Sénat a confié aux greffiers et les tribunaux de commerce une mission de contrôle de ces opérations transfrontalières, ce qui nous paraît être une bonne chose. Cependant, nous regrettons les méthodes utilisées par le gouvernement qui systématisent les habilitations par ordonnance. Ainsi, le dispositif antifraude n'est pas précisé, alors même que l'étude d'impact fait le constat, je cite, que la procédure de contrôle par l'autorité compétente est désormais bien plus substantielle et doit être largement revue. L'article 10 vise à modifier les dispositions du Code de commerce qui permet la dissolution judiciaire des sociétés par action si leur participation est inférieure à la moitié de leur capital social. Le texte prévoit que la dissolution est remplacée par une obligation de réduire le capital social pour apurer les pertes dans la limite d'un minimum fixé par décret en Conseil d'État. En cas de réduction de la participation, il n'y a plus de pénalité de dissolution, bien que les capitaux propres ne soient pas égaux ou supérieurs à la moitié du capital social. C'est un article qui sécurise nos entreprises. L'article 11 est relatif au droit de la commande publique et introduit une très grande souplesse, c'est peu de le dire, pour les entreprises condamnées en justice, permettant aux opérateurs économiques sanctionnés de prouver leur fiabilité en prenant des mesures concrètes. Ce mécanisme de régularisation réduit fortement l'effet dissuasif de la peine, alors même que ces peines peuvent être prononcées pour des infractions particulièrement graves, allant jusqu'à la traite des êtres humains. Les articles 17 et 18 transposent l'obligation d'informer les travailleurs dans le Code général de la fonction publique et rend cette information applicable aux personnels médicaux des établissements publics de santé non fonctionnaires. Néanmoins, pour les agents en fonction avant le 1er août 2022, ce droit passe par une demande à leur employeur,
pensons qu'il est regrettable que ce droit ne soit pas mis en œuvre automatiquement pour l'intégralité des agents, y compris ceux qui sont déjà en poste et sans qu'il n'ait de demande à formuler. Enfin, l'article 25 vise à modifier le Code de l'action sociale et de la famille, qui prévoit donc une coopération entre les services d'aide à l'enfance des États membres de l'Union européenne. Cette mise à jour de la législation nationale est justifiée et ne nécessite pas de commentaires particuliers. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe Horizon et Apparentés, Monsieur Philippe Pradal. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Voici donc un texte d'apparence particulièrement technique qui vise à transposer dans notre droit diverses dispositions du droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, et à corriger certaines surtranspositions, ce qui est toujours bienvenu. En réalité, ce projet de loi porte des mesures importantes qui ont un impact sur notre législation. Il nous rappelle le rôle de protection que peut jouer l'Europe pour les citoyens, travailleurs, consommateurs, dirigeants de société. Il est de notre devoir de parlementaires de s'assurer que les dispositifs votés au niveau de l'Union soient correctement transposés et adaptés en droit français, afin de s'assurer de l'effectivité du rôle que nous avons fait le choix de confier aux instances européennes. Nous sommes donc saisis au fond de 6 articles de ce projet de loi qui transposent des dispositions déterminantes concernant tant les actionnaires que les fonctionnaires, en passant par les opérateurs économiques candidats au marché public. Je pense notamment à l'article 9 qui renforce la protection des actionnaires en consacrant le droit de retrait de ces derniers s'ils ne souhaitent pas participer à une opération transfrontalière, tout en protégeant les salariés en leur assurant un droit à la participation au sein de l'organe de direction de la société issue de l'opération transfrontalière, protection renforcée par les ajouts de nos collègues sénateurs. Ce sont autant de droits déterminants à l'heure où les opérations transfrontalières se multiplient. En étendant aux infractions pénales les plus graves la possibilité pour les opérateurs économiques sanctionnés de démontrer leur fiabilité en prenant des mesures concrètes, ce texte permettra à un certain nombre d'entreprises de soumissionner, malgré une peine d'exclusion de plein droit, à des procédures de passation de marché public et à des contrats de concession. Sur cet aspect, le groupe Horizon salue l'ajout du Sénat, qui prévoit que les mesures concrètes prises par l'opérateur économique font l'objet d'une évaluation tenant compte de la gravité de l'infraction commise. Cette précision reprend les termes des directives. Elle contribue non seulement à préserver le caractère dissuasif des peines d'exclusion des procédures de passation de marché, mais aussi à améliorer la lisibilité du droit de la commande publique. Enfin, grâce à ce projet de loi, les agents de la fonction publique, y compris hospitalière, disposeront d'un droit à l'information des éléments essentiels de la relation de travail. Si la France a un peu d'avance en la matière, le groupe Horizon soutiendra toujours une plus grande transparence en matière de relations de travail, que l'employeur soit l'État, ses collectivités ou une entreprise privée. Voilà autant de dispositions qu'il nous faut aujourd'hui transposer dans notre droit afin de le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne. Le groupe Horizon et Apparentés votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Pour le groupe écologiste, Jérémy Jordanov. Merci, Madame la vice-présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Nous étudions là des dispositions techniques, mais néanmoins nécessaires. Notre marge de manœuvre est ici étroite. Certaines orientations de ce texte ne vont pas dans le bon sens. Pour autant, notre rôle s'arrête à la transposition du droit européen sans aller sur le fond de la matière. Nous aurions par exemple beaucoup à dire sur l'article 11 qui concerne le droit de la commande publique et qui est assez problématique. Son objet est de permettre aux entreprises qui se sont rendues coupables d'infractions pénales graves de pouvoir candidater de nouveau en apportant la preuve de leur fiabilité, et ce, malgré leur condamnation et donc leur exclusion de plein droit des procédures d'attribution de contrats de la commande publique. Le régime d'exclusion automatique de ces procédures de passation a été organisé par le droit de l'Union, non pas dans un objectif de moralisation de la commande publique, mais dans un souci d'efficacité de la commande publique. C'est une contrainte avec laquelle il nous faut composer. Notre droit national est en l'état incompatible avec cette réglementation européenne. C'est le Conseil d'État qui le dit dans une décision de 2020. Les écologistes ne s'y opposeront donc pas. Pour autant, il ne faut pas s'interdire quelques ajustements. Je pense par exemple à l'amendement de nos collègues socialistes qui propose un encadrement des critères d'appréciation de la fiabilité des opérateurs économiques, et mon groupe ira dans ce sens. Une petite réserve sur l'article 9 avec une habilitation qui est tardive, peut-être néanmoins nécessaire vu la technicité et la complexité de cet article. Pour le reste, nous voterons en faveur des dispositions. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Madame Elsa Foussillon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci. Quelques remarques d'abord sur la forme. Je m'appuie sur le rapport d'information de 2021 de messieurs Bourlange et Chassaigne, qui disait de même que le principal avantage pour le gouvernement de recourir à ce type de loi
pour porter les mesures législatives nécessaires à la transposition des directives réside dans son examen rapide par le Parlement. Si rapide, en vérité, et je cite toujours, qu'il prend souvent la forme d'un rituel purement formel de clôture du processus législatif. Ravi de participer à ce rituel. Mais surtout, la majorité des directives a quand même une portée essentiellement technique. Les lois DADU ont quand même l'inconvénient de constituer une sorte de voiture-balai législative, ou en tout cas un fourre-tout. Je dirais aussi qu'on a un peu du mal, hormis sur la protection de l'enfance, celui sur la protection de l'enfance, de voir exactement pourquoi la commission des lois est saisie sur les autres articles. Sur le fond, on redit notre opposition de principe sur l'article 10 qui vise à habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance en vue de transposer une directive qui réforme tout de même les régimes des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et transfert de sièges des sociétés commerciales dans le sens d'un renforcement des droits des parties prenantes à une opération transfrontière. Pour l'article 11 relatif à la commande publique, on a déposé un amendement de suppression de cet article qui insère dans le Code de la commande publique un mécanisme de régularisation pour les opérateurs économiques qui ont été sanctionnés par des peines entraînant l'exclusion des procédures de passation de marché pendant une durée de 5 ans. Nous considérons qu'il n'est pas acceptable qu'un opérateur économique condamné pour des faits graves puisse échapper aux interdictions de soumissionner en cas de condamnation définitive. On déplore quand même une clémence vis-à-vis de ces acteurs économiques qui n'est pas tolérable pour bien d'autres citoyens ou autres acteurs dans la société. Donc pour celui-là, nous déposerons un amendement de suppression. Sur les articles 17-18 relatifs à la protection des travailleurs vont selon nous dans le bon sens puisqu'ils permettent une meilleure information des travailleurs sur leurs conditions de travail. Quant à l'article 25 qui est purement technique, il n'appelle pour nous pas d'autres remarques. Merci Madame Faucillon. Peut-être une petite précision. On a toujours compétence dans cette commission des lois sur les droits de société, les droits de la commande publique et les droits de la fonction publique. C'est pour ça que nous avons pu examiner ce texte au fond. Nous allons, sauf s'il y avait des interventions, laisser la parole à Madame la rapporteure. Si elle le souhaite, évidemment. Très rapidement, Madame la Présidente, j'ai entendu dans les arguments que la transposition de cette directive ne donnait pas lieu à débat démocratique. C'est pourtant ce que j'ai l'impression qu'on est en train de faire, puisqu'on a d'abord auditionné et qu'aujourd'hui, on soumet au débat les amendements. Donc, sauf à pas forcément bien comprendre le sens du mot débat, je pense quand même que c'est ce qu'on est en train de faire. Sur la compétence, Madame la Présidente l'a rappelé, effectivement, droit des sociétés, droit de la commande publique et droit de la fonction publique reviennent dans les travaux de la Commission des lois. Merci Madame la rapporteure. Nous allons donc en venir à l'examen des amendements et des articles. Nous commençons par les amendements de suppression. Amendement numéro 13, qui le défend, Monsieur Coulombe. Merci. Oui, Madame la rapporteure, juste une petite précision. Effectivement, le débat existe ici maintenant, mais si nous basculons vers une légifération par ordonnance, du coup, ça prive quand même une partie du débat, pour le moins. Donc, par cet amendement, nous, les députés du groupe parlementaire LFI, nous opposons à cet article qui habilite le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour transposer la directive relative aux opérations transfrontalières des sociétés commerciales en ce qui concerne leur transformation, fusion et scission. Cette longue directive introduit 2 nouvelles procédures permettant aux sociétés de capitaux de fusionner avec une société constituée dans un autre État membre, de se transformer en une société de forme juridique similaire de notre État membre, tout en conservant leur personnalité morale, ou de se scinder en 2 ou plusieurs sociétés immatriculées dans des États membres différents, selon des règles harmonisées au sein de l'Union européenne. Il apparaît donc que pour transposer cette directive, le recours à une ordonnance n'est en rien justifié, encore moins dans la mesure où la directive a été adoptée il y a 3 ans et où le gouvernement a attendu la toute fin du délai de transposition
qui expire, rappelons-le, au 31 janvier 2023, pour demander une habilitation à légiférer par voie d'ordonnance. Ces 3 ans auraient pu être mis à profit pour présenter un projet de loi à part entière et ainsi susciter un vrai débat démocratique. Cette directive posant notamment la question en termes de droits des salariés des sociétés concernées par ces fusions. C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article. Je vous remercie. Madame la rapporteure. Votre amendement a pour objet de supprimer l'article 9. Ça sera un avis défavorable pour plusieurs raisons. D'abord, l'adoption de cet amendement retirerait du texte la possibilité de transposer la directive sur les opérations transfrontalières. Or, le délai de transposition expire, comme on l'a indiqué, le 31 janvier 2023. Il n'y aura pas d'autres véhicules législatifs pour transposer la directive. Le deuxième point est que vous contestez le recours à l'ordonnance en faisant valoir que la directive a déjà 3 ans et que le gouvernement aurait pu mettre à profit ce temps pour préparer un projet de loi. Nous sommes, comme vous le savez, dans un cas où le recours à l'ordonnance se justifie parfaitement. La directive à transposer porte sur les opérations transfrontalières des sociétés. C'est un sujet qui relève par nature de la compétence de l'Union européenne et du fonctionnement du marché commun. Nous sommes dans une matière où les marges de manœuvre du législateur national sont très réduites. Le débat et les discussions techniques sur ce texte ont déjà eu lieu dans les institutions européennes. Il n'y a donc pas d'intérêt de faire un projet de loi ad hoc. Contrairement à ce que vous indiquez dans l'exposé sommaire, le gouvernement n'a pas perdu son temps. Il a mis à profit ces 3 ans pour préparer la transposition de la directive. Et le projet d'ordonnance est quasiment prêt. Au cours des auditions, des mesures de transposition nous ont été proposées. Et je peux d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous communiquer les fiches de transposition qui nous ont été remises au cours des auditions. Vous verrez que le recours à l'ordonnance se justifie par le caractère très long et très technique de la transposition. Enfin, et pour terminer, j'ajoute que le Sénat a accepté le recours à l'ordonnance alors qu'il est tout aussi soucieux que vous des droits du Parlement. Et le Sénat a même réduit le délai. C'est pour l'ensemble de ces raisons que j'émets un avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Une prise de parole de Monsieur Latombe. Merci Madame la Présidente. Plusieurs choses. La première, c'est que je m'opposerai, le groupe MoDem a dit qu'il voterait contre cet amendement de suppression, mais sur le fond, les arguments de la France Insoumise s'entendent quand même. Le fait que le gouvernement a eu 3 ans pour faire la transposition est quand même un délai qui aurait permis d'avoir un texte qui ne soit pas forcément par ordonnance. Deuxièmement, le fait que ça soit par ordonnance parce que c'est technique n'empêche pas que le législateur puisse le regarder et éventuellement adapter à la marge. Donc je pense que cet argument uniquement de la technicité n'est pas suffisant. Troisième point, il faut qu'on fasse très attention à l'utilisation des ordonnances et habiliter le gouvernement à fonctionner par ordonnance. Depuis une décision du Conseil constitutionnel, ce n'est pas parce que nous encadrons les délais de dépôt de l'ordonnance, puis ensuite de dépôt de la loi de ratification, que ça veut dire que le Parlement aura examiné la loi de ratification, puisque la maîtrise de l'agenda parlementaire étant majoritairement celui du gouvernement, il suffit qu'il ne soit pas forcément inscrit à l'ordre du jour pour que le texte n'ait plus une valeur uniquement réglementaire, mais législative. Et en ce sens, nous dépossédons quand même, depuis cette décision du Conseil constitutionnel, une partie de nos prérogatives. Pour autant, le délai est très court, puisque nous devons aller jusqu'au... Enfin, la date de transposition est au 31 janvier. Nous n'avons pas le choix. C'est aussi le sens que les sénateurs ont voulu donner en mettant les délais de 3 mois. Ils sont soucieux, comme nous, de cette partie de notre travail. C'est pour ça qu'ils l'encadrent. Mais ça veut dire qu'il faut que le gouvernement entende l'idée que recourir à des ordonnances systématiquement dans ce genre de cas n'est pas forcément la bonne solution. C'est aussi ce que disait M. Bourlange dans son rapport. Monsieur Coulombe. Ouais, je reviens sur le fait que l'argument d'un texte très technique ne tient pas, parce que nous sommes justement organisés, parlementaires, avec nos cabinets, nos collaborateurs, pour étudier justement dans le fond et dans la forme les textes qui nous sont proposés. Et on ne doute pas que l'on puisse aller très loin dans l'étude technique des textes concernés, d'autant que celui-ci est quand même important, puisqu'il va toucher ensuite les droits du travail des différents salariés concernés dans l'ensemble de ces modifications d'entreprise qui sont contenues dans cet article. Donc non, il ne faut pas qu'il y ait une habitude qui se prenne, qu'au motif que des textes sont techniquement ardus, et bien qu'il soit légitime d'en déposséder les parlementaires, de les étudier et puis de voter.
Je vous remercie. Nous allons donc passer au vote sur cet amendement numéro 13. Qui est pour? Qui est contre? Et donc on a égalité. Donc l'amendement n'est pas adopté. Égalité. Amendement suivant, l'amendement numéro 2. C'est un amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Je vais donc le soumettre aux voix. Qui est pour cet amendement rédactionnel? Merci de lever les mains, chers collègues. Qui est pour ou qui est contre? Et qui est contre maintenant? Pardon, je vais le faire dans le bon ordre. Il est donc adopté. Je mets aux voix l'article 19. Qui est pour? 9, pardon. 9. Qui est pour? Qui est contre? L'article est adopté. Nous en venons aux amendements de l'article numéro 10. Le numéro 3, Madame Chandler. C'est un amendement rédactionnel, Madame la Présidente. Je vous remercie. Je le mets aux voix directement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement numéro 4. C'est un amendement rédactionnel. Même vote, je suppose. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 5, rédactionnel également. Je suppose qu'il a subi le même vote. Le numéro 6, rédactionnel également. Même vote. Le numéro 7, rédactionnel également. Même vote. Le numéro 9, même vote. Le 10 également. Le 11, le 12 et nous terminons cette série d'amendements rédactionnels par le 8. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Je vais mettre aux voix l'article 10. Qui est pour? Qui est contre? L'article 10 est adopté. Article 11. 2 amendements identiques. Le numéro 14, défendu par Monsieur Carbrac. Peut-on contourner les décisions du juge judiciaire lorsqu'on est une entreprise? C'est ce que cet article permettra en autorisant les entreprises condamnées pour des infractions pénales gravissimes de prouver leur bonne foi et de bénéficier ainsi de l'argent public. Je vais prendre quelques exemples. Ces condamnations gravissimes sont ceux qui apparaissent aux articles L2141 et L3123 de la commande publique: trafic de stupéfiants, trafic d'êtres humains, escroquerie, blanchiment, corruption active, fraude fiscale, les actes de terrorisme. Et par la transposition de cette directive, vous élargissez l'auto-apuration, l'auto-apurement aux délits graves. Et ça, ce n'est pas possible en fait. Là, on marche sur déjà les prérogatives du droit français. Et nous nous étions opposés, la France avait eu l'honneur de s'y opposer de 2015 à 2016 en le limitant seulement à des délits mineurs. Je pense, chers collègues, que quand même, il ne faut pas pousser le bouchon un peu trop loin sur certains de ces éléments et laisser des entreprises qui ont des comportements criminels pouvoir faire ce qu'elles veulent dans notre pays et pouvoir avoir un blanc-seing en prouvant, en montrant patte blanche. Ce n'est pas possible. Donc nous demandons la suppression de cet article. L'amendement numéro 15, identique, Madame Fossillon. Défendu. Je vous remercie, Madame la rapporteure. Alors, ça sera un avis défavorable pour les raisons que je vais vous indiquer. Je dois rappeler brièvement ce qu'est le mécanisme d'auto-apurement et en quoi le droit français était contraire au droit européen. Le mécanisme d'auto-apurement en droit de la commande publique, c'est le cas lorsque des opérateurs économiques peuvent être exclus de la procédure de passation d'un marché public ou d'un contrat de concession lorsqu'ils ont été condamnés pour certains faits. Le droit européen a prévu un mécanisme d'auto-apurement, le self-cleaning en anglais, qui permet à l'opérateur de ne pas être exclu s'il a pris des mesures pour empêcher la réitération des faits. Il peut s'agir par exemple d'un changement d'équipe dirigeante, d'une collaboration active avec les enquêtes ou de toute autre mesure préventive. Il est important de préciser que ce mécanisme d'auto-apurement ne s'applique jamais lorsque l'opérateur a fait l'objet expressément d'une peine complémentaire d'exclusion des marchés publics. Le droit européen, de ce point de vue, est plutôt vertueux et respecte la séparation des pouvoirs.
puisque lorsque le jugement de condamnation prévoit une peine d'exclusion, il n'est pas possible de s'en dispenser avec l'auto-apurement. Si le jugement n'a pas prévu de peine, l'opérateur est en principe exclu, sauf s'il parvient à démontrer dans le cadre du mécanisme d'auto-apurement qu'il a pris des mesures correctrices pertinentes. Pourquoi le droit français n'était pas conforme au droit européen ? Le droit français était plus strict que le droit européen, ne prévoyait pas dans tous les cas un mécanisme d'auto-apurement. C'est la raison pour laquelle le droit français a été jugé contraire au droit européen dans cette fameuse affaire Vermarine dont je vous parlais tout à l'heure. Désormais, les acheteurs publics et les autorités concédantes doivent appliquer cet arrêt Vermarine et permettre aux opérateurs économiques de bénéficier de ce mécanisme d'auto-apurement. Ils le font aujourd'hui sans texte et sans cadre juridique. Qu'apporte cet article 11 ? Cet article 11 vise à corriger un défaut de transposition en étendant, comme prévu par les directives marchés publics et concessions évoquées tout à l'heure, ce fameux mécanisme d'auto-apurement. Ce dispositif est vertueux dans le sens où il met en conformité le code de la commande publique avec la jurisprudence Vermarine que les acheteurs publics et les autorités concédantes sont tenus d'appliquer sans cadre juridique. En deuxième lieu, il respecte le principe de séparation des pouvoirs car ce fameux mécanisme d'auto-apurement demeure impossible en cas de condamnation expresse à une peine complémentaire d'exclusion des marchés publics. Et enfin, il est de nature à inciter les opérateurs économiques à prendre des mesures correctrices pour empêcher la réitération des faits et contribue ainsi à la moralisation des affaires. C'est la raison pour laquelle je propose un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Coulombe, vous vouliez reprendre la parole. Ouais. Bon, désolé de revenir sur cette appréciation que vous avez, mais on ne peut pas imaginer que finalement les entreprises se dédouanent de leurs responsabilités et la reportent sur des salariés, parce que c'est ce à quoi cela va conduire, c'est que finalement il suffira de trouver en quelque sorte un lampiste, de le limoger et de dire vous voyez, on s'est débarrassé de celui qui a conduit à ces graves manquements et à ces atteintes gravissimes à la loi. Donc on ne peut pas comme ça dédouaner les entreprises parce que finalement on aura une équipe dirigeante qui pourra servir de fusible à des pratiques qui sont parfois institutionnalisées, systémisées dans des entreprises qui pratiquent justement ces atteintes à la loi. Je vous remercie. Nous allons donc passer au vote pour ces amendements 14 et 15 identiques de suppression. Qui est pour ? Qui est contre ? Ils sont rejetés. Amendement numéro 17, je ne l'ai pas, il est là. Oui, je sais. Madame Le Chanteux. Merci Madame la Présidente, Madame le rapporteur, mes chers collègues. Avec mes collègues députés Gillet et Beaubry, nous demandons la suppression des alinéas 2 à 5 de l'article 11 de ce projet de loi, car les dispositions qu'ils contiennent sont particulièrement scandaleuses. En effet, ils illustrent une fois de plus la complaisance de l'Union européenne avec les voyous en tout genre. Cette directive vise à assouplir les sanctions en matière de commande publique pour des infractions telles que, je cite, escroquerie, blanchiment, abus de confiance, terrorisme, trafic de stupéfiants ou encore trafic d'êtres humains. En effet, une personne ou une entreprise exclue des contrats de la commande publique pour de telles infractions pourra ainsi voir son exclusion annulée, du moment que sa peine a été prononcée avec sursis ou qu'elle a fait l'objet d'un ajournement ou d'un relèvement de peine. Il en va de même si la personne ou l'entreprise a régularisé sa situation, payé ses amendes, collaboré avec les autorités et pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction. Surtout, il convient de souligner qu'avec ce dispositif, la charge de l'appréciation de la mise en œuvre de ces mesures de remise dans le droit chemin, si je puis dire, pèsera sur l'acheteur public, c'est-à-dire par exemple sur une commune. Imaginez, vous avez un instant les services d'une commune devant se renseigner sur ce qu'a fait concrètement une entreprise du CAC 40 pour régulariser sa situation après une condamnation pour entente sur un marché. En plus d'être complètement lunaire, cette disposition technocratique viendrait donc alourdir à nouveau le fonctionnement de la procédure de marché public, ce dont les collectivités, surtout les plus petites, se passeront volontiers. Encore une fois, il apparaît clairement que Bruxelles se place du côté des voyous en col blanc contre l'intérêt des Français. Je vous remercie. Madame la rapporteure.
Pour les mêmes raisons, ça sera un avis défavorable, Madame la Présidente. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 17 qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Amendement numéro 18, Madame la rapporteure. Merci. Cet amendement complète une modification apportée par le Sénat à l'article 11 et procède à des corrections légistiques pour améliorer la lisibilité du Code de la commande publique. En premier lieu, l'amendement conserve l'apport du Sénat prévoyant que les mesures correctrices présentées par un opérateur économique devront faire l'objet d'une évaluation tenant compte de la gravité de l'infraction. Il le complète en ajoutant que l'évaluation doit également tenir compte des circonstances particulières de la commission des faits. Ce complément vise à ce que la rédaction de l'article soit au plus proche de la formulation retenue par les directives, tant en ce qui concerne les mesures correctives que les critères d'évaluation à respecter. En deuxième lieu, l'amendement procède à des aménagements légistiques dans le Code de la commande publique pour éviter une redondance de certaines dispositions résultant de l'extension du mécanisme d'auto-apurement dont je vous ai parlé précédemment. Merci Madame la rapporteure. Je vous propose d'écouter aussi Monsieur Solignac sur l'amendement suivant qui tomberait en cas d'adoption de l'amendement de Madame la rapporteure. Merci Madame la Présidente de me permettre d'exposer un amendement qui effectivement risque fort de tomber. Nous pensons que la souplesse a des limites et que des peines d'exclusion doivent être dissuasives. C'est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une exclusion automatique pour les opérateurs économiques qui seraient en situation de récidive, c'est-à-dire dont on constaterait un nouveau délit après avoir fourni néanmoins des preuves de leur fiabilité. Donc une récidive entraînerait une exclusion automatique des contrats concernés. Je vous remercie. Nous allons donc passer au vote de l'amendement 17 déposé par Madame la rapporteure. Qui est pour? 18, pardon. 18. Qui est pour? Oui. Qui est contre? Il est adopté. Il fait tomber l'amendement de Monsieur Solignac. Nous allons donc passer au vote de l'article 11. Qui est pour l'article 11? Qui est contre? Je vous remercie. Et il est adopté. Article numéro 17, aucun amendement sur cet article. Je vous propose de le mettre au vote directement. Qui est pour? Qui est contre? L'article 17 est adopté. L'article 18 va subir le même sort puisqu'il n'y a pas d'amendement. Qui est pour? Qui est contre? L'article 18 est adopté. L'article 25 sans amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté et nous venons d'achever. Ah, il faut mettre le texte. Donc je remets tout le. Donc je remets au voix quelque chose là? L'ensemble des articles délégués. Je les remets au voix. Ouais, l'ensemble. Donc je vais remettre aux voix l'ensemble des articles adoptés pour être sûr. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Donc le texte est adopté.